quelque chose dans la vie internationale. Donc le Congo a un rôle à jouer et il doit se positionner avec un plan de développement qui soit stratégique, qui accueillerait les autres. Donc il nous revient de nous engager dans une diplomatie volontariste pour que nous accueillions tous ceux-là qui ont besoin de ressources naturelles, de richesses et autres dont nous régorgeons pour que, ensemble, nous nous engageons dans une démarche win-win, mais qui fait que c'est nous qui les invitons, pas eux qui s'invitent à la table et s'imposent. Congolais, moi je crois que c'est mieux que les réflexions aillent de plus en plus vers l'homme congolais, les citoyens, qui est de la RDC, juste en tant qu'un pays riche avec plein de ressources. Nous avons 80 millions de citoyens dans ce pays. Ça veut dire que c'est 80 millions de main-d'œuvre que nous pouvons utiliser pour pouvoir faire avancer l'humanité. Faire du diamant, faire du cuivre, c'est facile. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'humanité par rapport à notre position géographique, par rapport à notre position socioculturelle, par rapport aux richesses sur les groupes ethniques qu'il y a en RDC? Effectivement, si on fait ce diagnostic-là, il faut élaborer le plan et puis il faut évoluer avec ce plan-là. Le fait que Dieu nous ait donné tout ça devient un problème au lieu que ça soit un avantage pour la RDC. Qui est la RDC? Si on ne prend pas conscience ou si on définit qu'est-ce qu'on veut derrière la beauté qu'on reflète chez l'autre, qu'est-ce qu'on veut gagner de cette beauté-là, on sera éternellement dans ce tourbillon où on se pose des questions, mais pourquoi ça ne va pas chez nous? C'est la question d'identité. Qui est la RDC, à défaut de dire qui sont les Congolais? Une société malade de sa violence. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pour moi, avant, mon enfant, c'était l'enfant de l'autre. La mère de l'autre, le père de l'autre, c'était mes parents également. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? On a perdu l'identité congolaise parce qu'il y a tellement d'influences extérieures. On n'a pas su garder notre grande part d'identité. Et donc, nous avons perdu toutes ces valeurs, ce qui nous arrive aujourd'hui. Et je pense que la violence vient aussi du fait que nous avons laissé trop de place à la différenciation entre nous. Déjà, il y a un problème. Il faut déjà revenir un peu à ces, à ces fondamentaux qui sont que nous sommes d'abord une nation. On sait très bien que le contexte sociopolitique de notre pays a une grande part dans la montée de la violence. On sait bien la destruction du tissu social qui est vraiment parmi les causes réelles. J'ai vu comment est-ce que les enfants qui sont restés orphelins de guerre, les enfants qui ont été enrôlés dans les groupes armés, c'est eux les criminels d'aujourd'hui. C'est eux qui sont servis dans les groupes armés. Mais tout ça, comme encore on a dit, la responsabilité est peut-être à notre côté ici. Et je serais très contente de ne pas entendre toujours les mêmes choses qu'on entend tous les jours. Mais en tout cas, ça nous ronge. Tirer sur le politicien, c'est se tromper de cible. Le problème, j'en viens. On parle de violence à un autre niveau, mais vous avez des violences sexuelles dans la famille, dans la chambre, les gens qui vivent ensemble. Là, c'est encore le politicien qui dit à un cousin et à un cousin d'aller ensemble. C'est un problème de pauvreté. Vous avez des familles des riches où le neveu, la nièce abuse, le neveu, la nièce ou l'oncle abuse de sa nièce. Pour moi, c'est la désacralisation de la fonction paternelle. Et la fonction paternelle, c'est l'autorité et c'est l'éducation. On doit savoir si nous sommes en train de parler de civisme, de morale ou d'éducation. Le civisme, c'est l'État. C'est son travail. La morale, c'est l'Église. L'éducation, c'est la famille. D'accord ? Ce sujet est tellement sérieux que nous ne pouvons pas commencer à nous jeter la balle. Nous illustrons ce troisième thème par l'accès aux besoins sociaux de base. Quelqu'un qui n'a pas à manger, quelqu'un qui n'a pas du travail, quelqu'un qui a eu du travail n'a pas su épargner, eh bien, celui-là, il faut bien s'attendre que cette absence de dignité va l'empêcher de vivre ensemble avec les autres. Un Congolais lambda vit avec $1,25 par jour. $1,25, c'est moins de 3 000 francs aujourd'hui. À un moment donné, il faut que, lorsqu'on a fini de définir tout ça, que nous puissions investir dans l'homme. Merci beaucoup. On doit sortir la guerre de notre pays à partir de ma voisine. Je ne dois pas être en guerre avec ma voisine. Si je veux la considération pour elle, il y aura cohésion sociale. Donc je pense que si nous-mêmes, à chacun son niveau, est capable de savoir qu'est-ce que je peux rendre à la société, il y aura déjà du changement en termes de mentalité, donc de dignité. Et vous me rappelez quelque chose, je reviens à l'honorable Luamba, la prospérité partagée. Vous en avez parlé, c'est quoi la prospérité partagée ?
Et pour exemple d'un peu d'innovations qui ont été introduites dans le code minier, vous avez par exemple la disposition qui consiste à ce que les opérateurs miniers mettent à la disposition de communautés dans lesquelles ils exploitent leur matière 0,3% de leur chiffre d'affaires. L'argent qui permettra à ceux qui sont victimes de leur pollution de développer leur communauté. Et là, il y a un équilibre entre l'investisseur et bien entendu la planète qui est détruite et les populations qui cèdent leurs terres au profit de l'industrie minière.